À la fin de la vidéo, je te propose une decklist que tu n'as probablement jamais vue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer mon tournoi One Piece. J'ai fait beaucoup de kitchen table, c'est-à-dire jouer avec des amis, mais là j'ai eu très envie d'aller taper le carton en boutique. J'avais le choix entre plusieurs decks et j'ai décidé de tester le nouveau deck d'OP14, Boa Hancock. J'avais pas un énorme volume avec le deck avant d'arriver au tournoi et je me suis dit que ça serait justement un bon galop d'essai pour voir si le deck me plaît ou pas. Dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais d'abord vous présenter ma decklist, ensuite je vais vous raconter mon tournoi ronde par ronde et à la fin, je vous proposerai une decklist plutôt personnelle liée aux quelques conclusions que j'ai pu tirer de l'événement auquel j'ai participé. Encore une fois, je le rappelle à chaque fois, on n'est pas une chaîne dédiée à One Piece. Il y a des chaînes en France qui sont spécialisées sur du contenu compétitif de One Piece Card Game, qui seront très compétentes pour vous parler du méta. Cela dit, je pense que ça peut être intéressant de suivre mes aventures dans One Piece en tant que side TCG, et peut-être de donner envie à des gens qui ne jouent pas encore au jeu, eh bien de le tester. Je vais essayer de débriefer mon tournoi de la manière la plus claire possible. Si vous êtes joueur de TCG, vous comprendrez. Si vous n'avez jamais touché à une carte au global, ça risque de pas être évident. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne. Évidemment, ça nous soutient, ça favorise la mise en avant des vidéos dans l'algorithme YouTube. Je rappelle que vous pouvez faire un tour sur notre site labelcard.fr, le lien est en description, et avec le code VALEPL 2026, vous avez 5% de réduction sur votre panier. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, val_labelcard, le lien est en description, et je partage globalement ma passion pour les cartes à collectionner. Tout TCG confondu. Allez, je vous ai pris assez de votre temps dans cette intro, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bref, on est parti. Donc hier soir, c'était le premier tournoi d'une boutique toulonnaise à qui je passe un big up qui s'appelle Seiza. Donc si vous êtes dans l'ère toulonnaise et que vous voulez jouer à One Piece, bah voilà, il y a une boutique qui propose des tournois. Merci au gérant c'était son premier tournoi, qui a organisé son premier tournoi. C'était très sympa, bonne ambiance, la boutique est jolie. On s'est bien amusé dans ce petit tournoi One Piece. On était 16 joueurs, donc forcément ça allait partir sur 4 rondes. Et il fallait que je choisisse quel deck j'allais jouer. Alors à la base, moi je joue Ace depuis OP13. J'ai pas un volume énorme parce que vous connaissez, en jouant à plein de TCG, finalement on joue peu à chacun d'entre eux. Mais j'avais un peu de volume avec Ace et c'est globalement le deck que je voulais pousser pour mes games compétitives. Et puis en même temps, avec la sortie d'OP14 et avec Boa Hancock qui est arrivé, je me suis dit, tiens, même si je continue à pousser Ace pour le compétitif, parce que c'est un gameplay qui me plaît plus, c'est un petit tournoi, pourquoi pas tester Boa. Donc finalement, j'ai rangé Ace et j'ai décidé de jouer Boa Hancock qui est sorti en OP14. Pas du tout le même gameplay, mais ça me permettra de tester un peu contre des bons decks. Je vais vous présenter la decklist, vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, comment fonctionne le deck, pour que lors du débrief, vous puissiez comprendre plus ou moins ce qui se passe dans les games. Encore une fois, ces débriefs, ils ne s'adressent pas aux joueurs compétitifs de One Piece. Pour le coup, eux, ils ont plus de connaissances que moi à plein de niveaux. Et du contenu compétitif pointu sur One Piece, il y en a déjà dans la sphère francophone sur d'autres chaînes. L'idée ici, c'est plutôt de vous partager mon expérience de joueur de multi-TCG, mais qui est très enthousiaste sur One Piece, et de vous inciter peut-être à découvrir ce jeu, et surtout à pouvoir suivre globalement ces petits débriefs, même si vous n'êtes pas joueur de One Piece à la base. Donc, joueur de multi-TCG ou simplement curieux, bienvenue à vous. J'ai décidé de jouer Boa Hancock, qui est globalement un des meilleurs decks du méta actuel. Pas forcément le meilleur, mais pas loin en tout cas, toujours très proche dans les tiers. C'est un deck, moi, que je qualifierais d'agressif, mais on peut peut-être en discuter si jamais les gens sont en désaccord avec ça. En tout cas, de la manière que j'ai eu de le jouer et de ce que je comprends du deck, j'ai quand même la sensation que tu veux rapidement prendre l'ascendant sur la partie. C'est pas tellement toi qui est le jeu contrôle. Cela dit, tu as une certaine résilience et le fait de pouvoir burn l'oppo fait que tu peux te faire stall et quand même t'en sortir en late game. Donc c'est pour ça que le deck, je trouve, est assez intéressant. C'est que c'est un deck qui est plutôt base agressive, mais qui va pas avoir trop à rougir de faire des games qui peuvent s'allonger un petit peu. Pour ceux qui veulent voir du gameplay de Boa Hancock, on a déjà sorti une vidéo où j'affronte Doflamingo, qui est un autre leader d'OP14 contre PL. Vous verrez le deck tourner, ça vous permettra peut-être encore mieux de suivre la suite de ce débrief. Donc si vous voulez mettre sur pause sur YouTube pour aller regarder d'abord un petit gameplay, n'hésitez pas. Je rappelle rapidement quand même ce que fait le leader. Pendant le tour de mon adversaire, si j'invoque un personnage pendant son tour, eh bien je peux piocher une carte.
C'est pas conditionné à une fois par tour. À chaque fois que j'invoque un personnage, je vais piocher une carte. Cela dit, à One Piece, on n'invoque pas de personnages pendant le tour de l'adversaire. Normalement, on les invoque pendant notre tour. On joue pas pendant le tour de l'oppo. Sauf que la particularité de la plupart des cartes jaunes du jeu, c'est d'avoir des effets trigger. Donc, c'est-à-dire que vous avez des cartes dans vos points de vie. Lorsque vous les révélez, vous pouvez directement les jouer. Et donc, vous avez compris, on va pouvoir jouer des cartes de nos points de vie directement sur notre board quand on va se faire attaquer pendant le tour de l'adversaire. Et il se trouve que ça va, en plus de ça, avec ce leader, nous faire piocher des cartes. Si on a un don attaché une fois par tour, et qu'un de nos personnages, Kuja Pirate ou Amazon Lily, qui est un petit peu la famille qui est représentée par Boa Hancock, venait à être détruit, il faut évidemment qu'elle ait 5000 de patates ou plus, et bien dans ce cas-là, notre adversaire va prendre un de ses points de vie, on va lui burn un PV. Alors il va le prendre dans sa main, le PV est pas trash, donc ça va lui faire quand même un petit peu de carte advantage, mais ça va participer au moment où il gère notre board à faire descendre ses points de vie. Et c'est là où je trouve que le deck s'en sort plutôt bien sur l'aspect burn. Donc vous l'avez compris, on va jouer pas mal de Kuja Pirate et d'Amazon Lily, on va jouer pas mal de cartes qui se mettent dans les points de vie pour pouvoir s'invoquer pendant le tour de l'adversaire. On va essayer d'établir un board très large très rapidement et ensuite multiplier les petites attaques. C'est le plan de Boa Hancock et c'est un plan qui, pour l'instant, fonctionne très bien. Parce que où tu pars très vite de manière agressive et tu débordes l'adversaire, ou alors l'adversaire te stall, t'as pas tes PV, mais dans ce cas-là, toi, tu as le temps de monter en ressources et donc d'aller chercher des cartes un peu plus impactantes comme Kuma ou comme Boa Hancock à 9 qui vont permettre ou de setup des PV de notre côté et donc d'établir une plus grosse défense, ou alors d'aller attaquer directement les PV de l'adversaire sans passer par le board. Je vais vous présenter la decklist. Alors pour le coup, c'est pas forcément ma decklist personnelle, hein. J'ai net decké, surtout pour les premiers tournois, hein. Ça serait prétentieux de ma part de réinventer l'eau chaude alors que j'avais pas fait beaucoup de games avec Boa. Je me suis dit pour le premier tournoi, on va juste jouer une liste un peu stack, un peu classique. Et après ce tournoi-là, avec les quelques échantillons que j'aurai sur le deck, je pourrais peut-être proposer de nouvelles choses, de nouvelles moutures, ou en tout cas une vision un peu plus personnelle de la decklist. Vous allez d'ailleurs voir qu'à la fin, je vais vous proposer une toute autre decklist de Boa Hancock. Parce que ça m'a donné envie de builder ce petit tournoi. On va jouer les Sengoku, c'est des searchers. Les searchers, ça permet d'aller chercher des cartes sur le dessus de votre deck. Lui, c'est un searcher pour les Captain Corsair, pas pour les Amazon Lily ou pour les Pirates Kuja, mais pour les Seven Warlords, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de cartes Boa Hancock qui sont Seven Warlords, et vous avez notamment Kuma, qui est une carte clé des decks jaunes, qui est un Seven Warlord. Donc Captain Corsair, Seven Warlord, Shishibukai, peut-être que je vais alterner les noms dans cette vidéo, mais c'est la même chose, globalement. Ensuite, on va jouer Iori. Iori, c'est une des meilleures cartes à open en main de départ. C'est le genre de carte dans laquelle tu vas mulligan pour essayer de l'avoir. Ça te permet de prendre un de tes PV, de le mettre en main et de prendre n'importe quelle carte de ta main pour la mettre dans tes PV. Ça veut dire que tu peux à peu près être sûr de trigger un personnage et donc de pouvoir invoquer pendant le tour de l'adversaire si jamais tu as fait Iori, parce que tu vas mettre dans tes PV un personnage qui va s'invoquer au moment où tu prends ton PV. Tout simplement. Gloriosa fait globalement la même chose que Iori, sauf que Iori est un counter de 1000, alors que Gloriosa est un counter 1000, mais a le petit bénéfice d'être une Amazon Lily qui, en trigger, peut se jouer directement. Donc ça nous permet d'avoir un meilleur décompte de cet effet-là pour valoriser nos mains de départ et trouver plus facilement cet effet au mulligan, tout simplement. On rappelle, au mulligan à One Piece, tu jettes toute ta main et tu repioches 5. Ici, on joue les Margaret. Margaret, c'est un searcher qui prend des Amazon Lily ou des Kuja Pirates. Tu dois défausser d'une carte. C'est un 5000 pour 3, mais elle s'invoque en effet trigger. On joue des Charlotte Pudding. Je ne sais pas à quel point il y allait avoir des decks Ace, mais j'étais préparé au cas où. Les decks Ace qui, quand il n'y a pas Pudding, se permettent d'avoir 12, 13, 14 cartes en main. C'est très difficile de les faire tomber. Pudding, ça sert à ça. Ici, on a Ran, 5000 pour 4, ça s'invoque aussi, c'est une Kuja Pirate. Et en plus, ça permet de donner un don épuisé à ton leader. Et donner un don à notre leader, c'est hyper important parce que ça permet de proc son deuxième effet. Hein. Attention, si jamais vous n'avez pas de don attaché, vous n'allez pas pouvoir burn les PV de votre adversaire. Très bonne carte Boa Hancock qui va se trouver sur le Sengoku, le Searcher à 1, et qui permet de restack le dessus de notre pack. On va regarder les 3 cartes du dessus et on va pouvoir les remettre dans l'ordre de notre choix. Pareil, ça attache un don épuisé à notre leader, donc ça participe aussi à la fonctionnalité du deck. Et ça, quand c'est couplé
à un Kuma par exemple, donc le drop 6 dont on va parler tout à l'heure, ça vous permet en fait de savoir quel PV vous allez mettre avec votre Kuma, quelle carte vous allez mettre sur le dessus de vos PV avec Kuma. Je vais vous montrer directement la carte parce qu'en fait elles sont assez liées. Cette carte-là, c'est un peu un staple générique des cartes des decks jaunes. Quand tu la joues, tu défausses une carte de ta main et tu prends la carte du dessus de ton deck et tu la mets dans tes PV. Sauf que généralement, c'est un effet aléatoire. Tu sais pas quelle est la carte du dessus de ton deck que tu vas mettre dans tes PV. Mais si jamais tu as stacké ton deck avec Boa Hancock, par exemple au tour 4, tu as regardé les 3 cartes du dessus de ton pack, tu laisses dessus la carte que tu vas piocher. En second, tu vas mettre la carte que tu veux mettre dans tes PV avec Kuma. Ou alors la carte que tu veux piocher si tu es sûr d'avoir un trigger de Boa. Tout ça pour dire que l'idée, c'est de faire tour 4 Boa Hancock, organiser le dessus de sa draw, et le tour d'après, jouer un Kuma. Et quand tu joues ton Kuma, la carte qui est sur le dessus de ton pack, elle va aller dans tes PV, et donc tu te seras arrangé pour mettre un effet trigger. C'est 2 cartes qui sont vraiment intimement liées, je trouve, et qui fonctionnent assez bien ensemble. Ensuite, on va continuer à jouer des Amazon Lily ou des Kuja Pirates, parce qu'on a besoin d'avoir un bon décompte de ce type de carte-là, notamment pour les effets trigger. Ici, on a ce que je pense être la meilleure carte du deck. En tout cas, c'est celle qui nous permet vraiment de high roll et faire les meilleures sorties. Donc les Sir Gorgon, c'est 5000 pour 6, donc c'est sous-staté de fou. Mais ça reste un counter 2000, et en plus de ça, ça se joue gratuitement en effet trigger. Donc c'est hyper fort. Et cette carte-là, elle se paie le luxe de pouvoir révéler 3 cartes, Kuja Pirate, Amazon Lily. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grosse densité de Kuja Pirate et d'Amazon Lily dans le deck. Si tu révèles ça à ton oppo tous les tours, tu prends n'importe quel nombre de dons épuisés et tu les attaches à tous tes personnages sur le board sans restriction de famille. Donc tu peux attacher à un Kuma, par exemple. Et donc ça veut dire que globalement, tout ton board est buffé de 1000. Si tu as 2 effets sur Gorgon, tu peux les cumuler. C'est très 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 fort. Dans une game sur Gorgon, quand tu la joues en early, parfois même quand c'est ton premier trigger, parfois même quand tu ouvres une main départ avec Iori into sur Gorgon que tu mets en PV, je sais pas, ça peut te faire gagner 30, 40, peut-être j'exagère 40, mais ça dépend de la longueur de la game, mais tu gagnes 30 de ressources, quoi. Parce que quand tu as une Sir Gorgon sur le board, tu peux décider de payer pour 6 ton Kuma. Donc tu fais ton tour, tu payes pour 6 ton Kuma. Effet Sir Gorgon, tu prends les 6 dons que tu as épuisés avec Kuma et tu les attaches à tout ton board. Tu as gagné 6 dons. Et si tu gagnes 6 dons à tous les tours, en 3 tours, tu as déjà gagné 18 dons, quoi. En termes de value, de ressources, c'est complètement aberrant. Pour moi, c'est la meilleure carte du deck et c'est pour ça que le deck est fort, surtout. Ici, on a Riley, une des cartes qui m'a le plus déçu du deck. Je trouve vraiment la carte mauvaise. Il y a plein de moments où son effet trigger, tu peux pas le faire parce qu'il faut que l'oppo ait 3 PV ou moins et t'affrontes pas tout le temps Ace ou Youpi Luffy. Il y a des decks comme Luffy jaune qui ont 6 PV, donc vraiment, Riley, une mauvaise carte. Et en plus de ça, il est équipage de Roger. Donc lui, il synergise ni avec les Seven Warlords, ni avec les Kuja Pirates, ni avec les Amazon Lily. Et globalement, avec la sortie de B3, avec la sortie de EB4, donc slash OP15, c'est évidemment une carte qui va disparaître du deck. Voire même, je vais vous proposer une mouture à la fin de cette vidéo, où il n'y a plus Silver Riley pour faire de la place à d'autres choses assez intéressantes. Ici, on a notre boss monster, la Boa Hancock, qui est 10 000 pour 9. Et quand elle arrive, tu gagnes un PV. Tu prends la carte du dessus de ton pack, tu la mets dans tes PV et tu crames un PV à l'oppo. Voilà, c'est une carte de burn avec des grosses stats. En effet trigger, tu peux jouer un personnage qui a 6 000 de patates ou moins, donc à peu près tout ton deck. C'est une bonne carte. Juste flat, correct. C'est ce qui permet à Boa d'avoir un late game décent, d'accepter le fait de se faire stall et de pouvoir juste enchaîner les Boas en late game pour espérer quand même gagner. J'ai pas eu beaucoup à m'en servir dans le tournoi que j'ai joué hier soir, mais la carte est déterminante dans le fait de pouvoir jouer Boa in fine, quoi. Slave Euro, j'ai trouvé ça très fort. Tu reprends un personnage dans ta main et tu mets plus 4000 à ton leader. Et en fait, pour 1 de ressources, tu vas générer 6000 de défense parce qu'évidemment que le personnage que tu vas reprendre dans ta main, c'est un counter 2000. Donc ça m'est arrivé notamment dans ma dernière game, on en parlera. Je mets 4000 à mon leader, je bloque ton attaque et je reprends une Sir Gorgon et j'ai encore 2000 de counter en main. Et ça fait la différence contre dans un tour un peu clutch où ton oppo il veut essayer d'aller au létal.
bah, Slave Arrow, ça fait la diff. Vous allez finir par me faire peur. C'est un counter aussi qui va empêcher un personnage de taper si vous avez 2 PV ou moins. Perfume Fémur, c'est une très très bonne carte parce que ça invalide les bloqueurs. C'est notamment une carte clé dans des match-ups comme Imu qui va essayer d'établir un board de bloqueurs hyper large. Des fois, il y a 2-3 bloqueurs sur le board. Je dis des fois, il y a tout le temps 2 bloqueurs. Parfois, il y en a 3. Bon, bah, Perfume Fémur, ça vous permet d'aller au létal. Tu dis, bah tiens, Perfume Fémur sur ma Boa Hancock à 10 000. Elle va gagner plus de 1000, tu peux pas bloquer. Effet sur Gorgon, je prends mes 2 dons épuisés, je les mets sur ma Boa Hancock à 10 000. Donc on est à 12 000. Ensuite, je prends mes 8 dons, je la mets sur ma Boa Hancock. Tiens, j'ai une 20 000 imbloquable. Défends, je t'en prie. Généralement, le gars défend pas. Et c'est grâce à cette carte-là que ces scénarios existent, parce que sinon, un match-up comme Imu serait vraiment très complexe, je pense. Et on a Gum Gum Red Rock, qui est une assez mauvaise carte aussi, une des cartes qui m'a le plus déçu, rarement intéressante à trigger. Ça a été bien une fois de trigger en déclenchement sur un Hogback contre Luffy jaune. Et là, pour le coup, c'était vraiment Gucci, effectivement, contre un Hogback, de bottom la carte sans la mettre KO. Mais sinon, j'ai l'impression qu'en fait, on a un deck aggro. C'est à l'oppo de réagir à ce qu'on fait. Moi, quand l'oppo, il me joue des drops 8, 9 ou 10, que j'aurais envie de Red Rock, notamment quand je joue Ace. Mais là, avec Boa, je m'en fous. Ok, t'as ton drop 10, c'est pas grave. Et moi, je vais t'attaquer avec 5 personnages qui tapent à 6 ou 7 000. Je peux encaisser ton drop 10, quoi, en soi. Donc je pense que c'est une erreur de jouer Gum Gum Red Rock. Et, bon, c'était présent dans les listes. J'ai recopié ces listes-là, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de listes qui les jouaient plus, et je comprends tout à fait pourquoi. C'est nous le deck agressif, on se fiche un peu de réagir à ce que fait l'oppo. Donc voilà, ça c'est la liste que j'ai décidé de jouer hier soir. J'avais un volume très faible avec Boa, hein. J'ai dû jouer une dizaine de games en off. Donc c'était un peu le crash test, pour voir si le deck allait me plaire, allait m'amuser ou pas. Première game, première ronde, j'affronte Youpi Luffy. Donc Youpi Luffy, c'est le deck violet-bleu de OP11 qui s'est vu notamment un peu nerfé par la banlist il y a quelques temps avec l'impossibilité de jouer Big Mom dans le deck. C'est un deck qui est quand même revenu un peu sur le devant de la scène parce qu'il a eu du bon support, il est devenu plus consistant, des meilleurs outils de rampe et il a toujours un très bon late game. Je sais pas exactement si le match-up est favorable ou défavorable. Je dirais favorable quand même parce qu'on prend vite le board et lui il va rien faire pendant quelques tours le temps de se setup. C'est un deck de setup qui a besoin d'arriver vite à 10 dons pour pouvoir commencer à générer de la value et à imposer le board. J'ai l'impression que ces decks-là, Boa, elle est plutôt à l'aise. On n'est pas vraiment dépassé, débordé. Je gagne le toss et je décide d'aller go second. C'est peut-être une erreur. En gros, par défaut, je vous montre aussi les petits dons, hein. J'ai été hyper flavor, hein. J'avais les dons Boa, bien sûr. Par défaut, tu veux tout le temps aller go second quand tu sais pas ce que fait ton oppo, parce que toi, ta curve de second, elle est meilleure que ta curve de first, tout simplement. Donc, tu as très envie d'aller go second. Cela dit, il y a peut-être des match-ups où c'est important de go first, non pas pour la fonctionnalité de ton deck, mais pour enlever le go first à ton oppo. Je pense à Mihawk, mais je suis pas sûr qu'il faille quand même go first. Et je pense à Youpi Luffy, j'ai pas assez de data là-dessus, mais lui, il aime beaucoup ramper en impair. Donc peut-être que lui laisser le go first, c'était pas hyper malin. Bref, je savais pas trop, et quand on sait pas la bonne heuristique, la règle de base, par défaut, c'est ok, tu sais pas, go second. Dans tous les cas, au moins, tu valorises la curve de ton deck, et ça, c'est bien. Et donc, j'affronte Youpi Luffy, et malheureusement pour mon adversaire, un peu le problème de Youpi Luffy, à la différence d'autres decks beaucoup plus consistants, qui vont tout le temps faire les mêmes sorties, très réguliers, qui creusent beaucoup. Youpi Luffy, parfois, ça brique. Hein. Parfois, ça brique, tu trouves pas assez d'itérations de rampe, tu peines à monter en don, t'as très peu de counter en main, en tout cas, t'as beaucoup de cartes qui counter pas. Et globalement, mon oppo, il fait un peu rien. Il mulligane sa main, donc en plus, il va chercher une main un peu plus fonctionnelle. Il trouve un ramp à 3 sur son tour 2, hein, vu que je l'avais laissé first. Et derrière, il me fait rien, à tel point que je crois que sur le tour d'après, il fait full down sur le leader, je tape tête. Et je dis, oula, il a pas rampé, il a pas une deuxième rampe à 3, il a pas un bonne clé. Donc il a un retard forcément de tour de setup de don, ça va très mal se passer. Bon, en plus je fais bah ok, je bloque avec ma Boa à 4, tu crames un PV. Il se retrouve très rapidement à 0 PV et globalement le deck a complètement briqué à tel point que je fais une attaque, je suis même pas à 10 don je crois. Je propose une petite séquence d'attaque, dont une attaque peut-être à 9 ou 10 000 avec un Kuma, je me souviens même plus. Et mon oppo fait
à 9 dons, je crois, il fait Gum Gum Giant. Donc je sais que le tour d'après, dans tous les cas, il aura toujours pas 10 dons, il sera toujours pas setup pour son leader. Et en plus, sur son Gum Gum Giant, il me révèle une main full counter 0. Et du coup, il encaisse la patate à 10 000 sans pouvoir la défendre. Un peu lunaire, il y a des fois vraiment ton deck veut pas, ton deck brique, et là c'était vraiment le summum de la brique pour mon oppo. Il a juste vraiment pas joué au jeu, quoi. C'était vraiment dommage pour lui. On prend, nous, quand on a une victoire comme ça qui est un peu facilitée par le deck de l'oppo, bon bah c'est ça de prix pour la soirée. Mais c'est vrai que ça me conforte un peu dans l'idée que Blurple Luffy, quand même, des fois, ça peut faire des trucs un peu nuls, un peu moches. T'as quand même vraiment deux parties de deck, la partie A et la partie B. Tu veux tout le temps la partie A en early game, et ensuite tu veux piocher la partie B. Si tu trouves la partie B en early et que tu commences à top deck la partie A, alors évidemment, quand t'es setup, il n'y a plus de dynamique de top deck parce que tu regardes le top 5. Mais disons qu'avant d'être setup, tu peux un petit peu piocher à l'envers et quitte à jouer des pâtés, je vais préférer Mihawk ou Ace à ce Youpi Luffy pour notamment les raisons qui ont été vraiment exacerbées. Hein. C'est pas censé faire ça pour le coup. Mais disons que la potentialité que ça arrive fait que je suis pas hyper fan. Bref, c'est du BO1 en 35 minutes, classique pour One Piece. Donc je commence avec une première victoire. Ronde 2, j'affronte un adversaire qui joue Luffy jaune et pareil, j'ai pas beaucoup de data, mais j'avais quand même un peu potassé pour regarder quels étaient les match-up plutôt corrects et plutôt négatifs de Boa. Et j'avais vu que le match-up le plus négatif de Boa, c'était Luffy jaune. Donc je disais en plus à PL et à Nico, qui étaient avec moi au tournoi, je disais, putain, le seul deck que je veux pas rencontrer ce soir, c'est Luffy jaune. Et donc ronde 2, je tombe évidemment contre Luffy jaune. Il y en a un dans la salle. Donc il y avait une bonne chance, entre guillemets, de ne pas tomber dessus. Mais je suis tombé dessus. Je perds le toss, donc mon oppo me fait aller first, évidemment. Ça lui permet, lui, d'avoir une curve impair qui lui va très très bien. Et ça me permet, moi, de ne pas avoir... d'une curve paire, pardon, qui lui va très bien. Et ça me permet, moi, de ne pas avoir ma curve paire, ce qui est un peu dommage. Il jouait un Luffy jaune, mais avec le sous-thème Thriller Bark, que je trouvais très très smart. C'est un peu une base générique que tu peux splasher dans les decks, à l'instar de ce qu'a... Je ne sais pas si vous avez vu les finales régionales du Japon, avec notamment 2 Nami en finale, qui étaient des espèces de decks génériques bleu-jaune avec le sous-thème Thriller Bark, juste en ayant des Hawkback, Perona, Moria et le petit counter de 1000. Et c'est juste une petite base qui s'intègre naturellement dans les decks pour avoir plein d'effets trigger. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de mettre ça dans Luffy. Je sais plus exactement comment se passe la game, mais j'ai beaucoup du mal à trouver mes triggers. Le problème de Boa, c'est que pour piocher des cartes et faire du card advantage, faut invoquer des personnages pendant le tour de l'oppo. Pour invoquer des personnages pendant le tour de l'oppo, il faut les avoir donc dans nos PV et déclencher leurs effets trigger. Le problème, c'est que le deck n'a pas tant d'effets trigger que ça à l'invocation. On a quand même plus d'une chance sur 2 à chaque fois de pas trigger juste, voilà, de trouver un Red Rock qui n'aurait pas d'application, un Kuma qui n'a pas d'effet trigger, un Sengoku, une Iori. Il y a quand même plein de cartes qui sont un peu des briques quand tu prends tes PV et qui... Ça a un énorme impact en fait de pas trigger, parce que quand tu trigger, c'est un personnage sur le board, une carte en main. Donc je veux dire, le différentiel de value avec le fait de pas trigger est énormissime, quoi. Et en fait, dans cette game, à la fin de la game, j'ai pris 7 PV en tout, parce qu'avec le fait de soigner et les 4 PV de départ, du coup, j'ai vu 7 cartes dans mes PV, et je n'ai eu qu'un seul trigger effectif. J'ai eu 3 triggers en tout. Un trigger de Red Rock, qui a permis de bottom un Hawkback, ce qui était plutôt intéressant. Un trigger de Riley, que je n'ai pas pu activer, parce que mon oppo, il avait plus de 3 PV, vu que Luffy commence avec 6 PV. Et j'ai eu un seul trigger à l'invocation, qui était peut-être une Shakuyaku. Et donc, quand tu as un seul trigger d'invocation, qui va te permettre de générer une draw, et surtout de prendre du board sur 7 triggers, tu es dans la portion que j'aime pas trop du deck Boa, où parfois tu peux low roll. Alors parfois tu peux high roll de fou, Parfois tu peux juste, premier trigger de la partie, avoir Sir Gorgon,
Et là, globalement, bah, tu es dans la partie un peu high roll du deck et tu vas faire des choses assez démesurées, dégénérées. Mais tu as aussi cet aspect un peu low roll où tu n'arrives pas trop à boui-bouiter le dessus de tes PV. Tu n'arrives pas trop à anticiper ça parce que bah, tu trouves pas les Iori ou les cartes qui te permettent de bouger ça. Donc tu dois trigger un peu à l'aveugle et il se trouve qu'après, bah, c'est toi et tes probas. Et là, j'étais en proba low roll total et ça a été un enfer en fait. Globalement, quand tu triggers pas Boa Hancock, tu joues des cartes qui sont des 5000 pour 6, quoi. Des 4000 pour 5. Et c'est hyper faible. Donc j'ai fait comme j'ai pu dans cette game, mais j'ai vite été dépassé par le board de mon oppo qui, lui, bah, du coup, le fit jaune, notamment avec la base Thriller Bark, 95% de ton deck trigger. Quasiment tous les personnages s'invoquent au moment où tu prends des PV ou ont des effets intéressants. Et le différentiel s'est fait assez naturellement. J'ai quand même fait une game où j'étais pas très très loin. Hein. J'ai fini avec un board quand même assez conséquent. Mon oppo a un PV. Et je meurs sur une Bonnie qui me prend mon dernier PV et qui me rush pour 10 000. Mais un ou deux triggers dans cette game et ça pouvait peut-être passer, peut-être. Mais c'était une bonne game. Mon oppo jouait très très bien. Il avait un très bon deck. Je crois que c'est lui qui a remporté le tournoi. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout. Il était très compétent et très sympathique au demeurant. Mais ça, pour le coup, tous les adversaires que j'ai affrontés étaient très sympas. Donc voilà, ce que je redoutais du deck est arrivé. On va pas dire que c'est brick. C'est pas comme Youpi Luffy où vraiment tu joues pas, quoi, tu joues rien. C'est juste que ce que tu fais est très unpower et très en dessous du format, parfois, quand tu le rolls avec Boa Hancock. Troisième game, donc je suis à un partout, j'affronte Imu. Donc je suis content parce que c'est que des bons decks du format, hein, Youpi Luffy, Imu, Luffy jaune, c'est globalement des decks, si jamais j'aspire à faire des tournois plus compétitifs, c'est des decks que je vais rencontrer, donc il faut que je puisse m'entraîner contre ces decks-là. Imu, c'est un deck qui globalement quand il va second peut faire peur un peu à tout le monde. Je pense qu'il a aucun match-up exécrable quand il va second. Je me paye le luxe de gagner le toss. Et c'est pas anodin, parce que ça me permet moi de partir second. Et donc au-delà de valoriser ma propre curve, ça invalide sa curve à lui. En gros, Imu, c'est un deck de setup. Il va globalement rien faire si ce n'est défendre jusqu'à avoir ses didons. Et quand il a ses didons, il commence à mettre une espèce de boucle en place, sans rentrer dans les détails, qui vous permet de reprendre le board à chaque tour et d'avoir une espèce de résilience un déterministe, une espèce de fatalité dans la game qui fait que vous allez crouler sous les bloqueurs, la value, les attaques. Et c'est comme ça que le deck est très fort, globalement. Sauf que quand vous le faites partir premier et pas second, bah, il va pouvoir assembler son setup qu'un tour plus tard. Et un tour de différence à One Piece, c'est hyper important. Ça te permet d'avoir une phase d'attaque un peu plus complète, d'avoir un tour de répit. Donc en termes de course, quand la run s'engage, ça a de la valeur. Donc j'ai la chance de gagner le toss et de partir second. Ça se passe plutôt bien. Je commence à prendre rapidement du board. Je me souviens plus exactement ce qui se passe dans les games, mais je prends du board. Je suis pas trop inquiété par les PV parce que Imu, c'est un deck qui tape pas beaucoup. C'est un deck qui set up. Et puis une fois qu'il est set up, là, il va commencer à boucler ses attaques avec le Gorosei. Mais en early, ça tape pas trop. Un moment, mon oppo fait une tap leader. Et comme j'ai réussi à faire Iori, je crois, sur les premiers tours. J'arrive à setup une Gorgon Sister. Et là, Gorgon Sister, bah, c'est un peu la fête. Hein, ça te permet vraiment d'attacher tous tes dons. Je suis dans un spot où j'ai même 2 Gorgon Sisters sur le board. Et donc, du coup, j'ai plein de tapes assez puissantes. Je suis obligé de faire cramer les events de mon oppo. Et globalement, le tour où il arrive à faire son drop 10 qui réinvoque tous les Gorosei avec notamment 2 bloqueurs sur le board pour essayer justement de temporiser. D'ailleurs, il me fait même un tour où il fait donc Gorosei pour 4. Je réinvoque les 5 Elders. Tape avec Ethan Baron, je crois, celui qui a rush. Sacrifie Ethan Baron avec Imu, pioche une carte. Rejoue un 3e bloqueur. Donc il est sur un board 3 bloqueurs. Je crois qu'il lui reste 1 PV. Et c'est vrai que c'est un board dans lequel tu... Non, je crois qu'il a plus de PV, pardon. C'est vrai que c'est un board sur lequel tu peux te sentir confiant. En 3 bloqueurs, c'est quand même dur à passer et tout. Et en fait, y a une carte qui fait que le match-up, il est quand même très simple contre Imu, c'est Perfume Fémur. Tu dis juste, bah tiens, ton board, il n'a pas le droit d'activer bloqueur sur ma Boa à 10 000.
je mets tous mes dons dessus et tu tapes à 20 000 et c'est échec et mat. Et c'est globalement comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, game qui a été assez académique. Bo Hancock sur le go second, la curve parfaite, Iori pour trigger les PV, Gorgon Sister pour mettre la pression, Perfume Fémur pour finir. C'est exactement ce que tu veux faire contre Imu, donc ça s'est bien passé. Donc là je suis à 2-1. Dernière game, j'affronte un deck que je pensais pas forcément affronter à la soirée, qui est un peu moins méta actuellement. C'est Silver Riley. C'est un deck rouge très agressif qui va essayer de révéler des événements tous les tours à ton oppo pour buffer tes personnages et jouer des personnages qui sont surstatés, notamment des personnages rouges et des personnages qui ont le rush pour pouvoir attaquer de manière assez rapide. C'est une game qui est quand même assez disputée. Adversaire très sympathique, bien sûr. Mon adversaire avait une bonne macro, une bonne lisibilité de ce qu'il devait faire au long cours dans la game. C'est-à-dire ignorer mon board, taper les PV vite et fort. Sa micro était moins pixel. En gros, il designait ses tours parfaitement. Mais ce qui est hyper important à One Piece, c'est la rétention d'informations, donner le moins d'indications possible sur ce que tu vas faire pour justement générer des blocs ou des défenses un peu plus complexes. Et en fait, mon oppo, il setupait parfaitement ses tours, il est séquencé parfaitement, et il y a un peu de séquencing dans Riley, le côté je te montre ça, j'attache les dons à lui, effet de lui, j'attache les dons là-bas et tout. Sauf que plutôt que de le faire en plusieurs temps, et donc de retenir de l'information, il me faisait d'abord tout son séquencing de son tour, et ensuite il passait en phase d'attaque. De telle sorte que je pouvais me préparer à savoir ce qui allait m'arriver, et donc définir quelles étaient les meilleures options de bloc, de défense et compagnie, sans avoir justement à projeter quels étaient les autres plays possibles de mon oppo. Et ça, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans la game, parce que je connais un petit peu Riley, et donc c'était pas forcément trop dur pour moi de pouvoir lire les possibilités de l'oppo. Mais disons que là, plutôt que de me taxer mentalement à essayer justement de me projeter, j'avais un petit peu toutes les informations qui étaient disponibles sur le board. Et donc quand bien même ça tape très très fort Riley, si tu ordonnes bien, si tu as des effets trigger qui te permettent de prendre le board, si tu clean bien le board tour après tour, et qu'ensuite tu débordes avec un board, avec des Kuma, des Sisters et tout, ça se passe plutôt bien, et c'est globalement ce qui s'est passé. J'ai quand même fini à 1 PV ou à 0 PV quand même. Ça a été, il y a quand même des séquences. Il y a des tours où Riley ça te fait suer parce que ça multiplie les attaques à 7 ou 8 000, donc ils sont tout un peu overstatés. Que t'as pas forcément envie de défendre. S'il y a des mondes, si tu triggers pas, c'est juste un PV pris et donc ça te rapproche juste de la mort. Bon, j'ai l'impression que c'est un deck qui peut un peu arnaquer tout le monde, quoi. Ça peut mal se passer contre Riley si t'es pas préparé. Et bon, là ça s'est relativement bien passé, donc tant mieux pour moi. De mémoire, j'ai perdu le toss et je suis parti first. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Je pense que mon oppo, il savait que c'était mieux de go second, et pour lui, et surtout pour que moi, je ne l'ai pas. Donc là, c'est lui qui a gagné le toss et il est parti second. Donc je finis la soirée à 3-1, 3 victoires, 1 défaite. Je crois que ça me fait terminer 3e, si je ne dis pas de bêtises, au classement général. On était 3 ou 4, je pense, à 3-1. Donc du 2e au 4e, un truc comme ça. Avec les départages finis sur le podium, tant mieux pour moi, c'est cool. C'était très sympa. Je me suis beaucoup amusé avec Bo Hancock, notamment sur l'aspect. Moi, en fait, j'adore l'aspect. Je prends vite le board, je fais plein de petites tapes et j'ai une belle utilisation de mes dons, notamment avec Sister Gorgon, le fait de pouvoir prendre tes dons à chaque fois, d'attacher sur tout ton board et tout. C'est une mécanique qui me parle, qui me plaît. Par contre, ce que je redoutais un peu et ce que j'avais peur de ne pas aimer, ça m'est arrivé une fois dans le tournoi, c'est qu'il y a un côté un peu high roll, low roll. C'est-à-dire que parfois, tu vas trouver tes Iori, tu vas manager tes PV parfaitement et tu vas tout le temps trigger. Parfois, voire même sans avoir besoin de manager tes PV, ton oppo tape et il se trouve que tu avais les bonnes cartes dans les PV et dans ce cas-là, tu high roll complètement. Et parfois, tu trouves pas Iori et dans tes PV, c'est des Kuma, des Sengoku et des Red Rock, et du coup ton deck fait vraiment rien. Et ça m'a... Le fait que ça puisse arriver me frustre un peu, et j'aime pas trop jouer des decks comme ça, qui donc du coup peuvent manquer un peu de consistance. Donc ça m'a pas donné envie de jouer Boa plus que Ace. Je trouvais ça un peu cool.
Par contre, ça m'a donné des idées. Alors, j'avais pas les. La première idée que ça m'a donné, c'était ok, j'aime beaucoup le jaune, j'aime beaucoup les effets trigger, j'aime bien trigger des cartes et invoquer des cartes pendant le tour de mon oppo, mais j'aime pas le fait que ça soit euh, soumis à des probabilités. Et donc, le Luffy que j'ai affronté, qui lui joue 90% de ses cartes qui ont des effets trigger, me dit bah ok, c'est un peu ce que j'aime faire dans Boa, sauf que tu le fais tout le temps. Ça a l'air d'être une bonne option, ça a l'air d'être une bonne idée. Je suis allé me coucher, puis ce matin j'ai réfléchi, j'ai un peu potassé, j'ai ouvert 2-3 decklists, notamment la decklist du gagnant des finals japonais, donc sa liste Nami avec la base Thriller Bark. J'ai ouvert des listes Boa, j'ai ouvert des listes Luffy, ST26. Et en fait, m'est venue une idée de, ok, il y a plein de cartes que j'ai trouvées franchement pas utiles dans Boa, qui sont là, j'imagine, pour faire les liants. Je peux toutes vous les sortir, hein. Des trucs que j'ai trouvé un peu osef. Voilà, tout ça, là, je pense que c'est pas des cartes très impactantes. Même les puddings, oui, ça va punir Ace, mais bon, c'est pas forcément obligatoire. Voilà. Toutes ces cartes-là, c'est des cartes parce qu'il faut qu'on joue 50 cartes à la fin. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de devoir jouer Nami pour la base Thriller Bark ou de devoir jouer Luffy ST26 pour avoir plein d'effets trigger, est-ce qu'on peut pas garder la même consistance de Kuja Pirate et d'Amazon Lily pour avoir notamment tes activations de Gorgon Sister et avoir un trigger, un nombre de déclencheurs vraiment quand même convenable sur Hancock. Est-ce qu'on peut pas conserver ça, enlever toutes les cartes qui ont l'air juste d'être des cartes de liant et rajouter la base Thriller Bark qui m'a vraiment pour le coup beaucoup impressionné, à la fois dans les listes Nami des finalistes japonais et à la fois dans la liste que j'ai affrontée de Luffy ST26. Et je me suis dit en fait si tu rajoutes cette base Thriller Bark qui a une engine splashable, il n'y a pas de prérequis de leader pour pouvoir la jouer et ça c'est hyper important. Si tu rajoutes ça, tu vas juste te retrouver à avoir plus d'effets trigger, plus d'invocations pendant le tour de l'oppo, moins de potentialité de low roll et plus de cartes advantage avec ton effet sur le tour de l'oppo. Quand tu joues un personnage, tu pioches une carte. Et donc pour l'instant, le premier jet de cette idée, et vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous voulez tester dans le simu, si jamais vous voulez tester par chez vous, si vous avez les cartes et que vous voulez me faire un retour, je suis preneur de ça. Moi, je vais commander les cartes pour monter ça et tester. Parce que je suis arrivé à ce type de build-là. Thriller Boark. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve le nom sympathique. J'ai fait de la place là où j'ai pu, j'ai fait mes petits cuts à droite à gauche, et donc j'arrive sur une liste de Boa qui respecte tous les prérequis de Boa, encore une fois, mais qui fait de la place pour la base Thriller Bark, avec donc le drop 1 pour 2000, counter 2000, les 2 Perona, les 4 Rockback, la base, et les 3 Moria à 10 000. Ça te permet juste d'avoir plus d'effets trigger, plus d'invocations pendant le tour de l'oppo. Effectivement, on n'a plus les searchers qui vont trouver les Shishibukai, donc avec Sengoku. Mais c'était déjà plus vraiment le cas, notamment au Japon avec la sortie de B04. Donc je me dis, est-ce que c'est pas juste un upgrade aux listes Boa? Et d'ailleurs, je me demande pourquoi personne n'a testé avant. Est-ce que les gens ont déjà testé? Et du coup, je suis un peu le gars qui pense réinventer l'eau chaude ou qui se croit meilleur que le Hiveman, parce que je suis persuadé de ne pas être meilleur que le Hiveman et que évidemment je ne vais pas réinventer l'eau chaude, mais parfois il y a des bonnes idées qui passent à la trappe même par le Hiveman, donc je m'interroge. Faites-moi gagner du temps si vous me dites ah bah nous en team on a déjà testé et c'est juste pas bien. Dans ce cas-là, je voudrais connaître les raisons de pourquoi c'est pas bien. Mais moi, en tout cas, ça m'interroge, ça me questionne et j'ai bien envie de tester, d'éprouver ça de mon côté. Et je pense que ça pourrait me donner beaucoup plus envie de jouer Boa si jamais, entre guillemets, j'ai corrigé ce côté low roll, high roll avec un nombre de triggers plus efficient. Ça pourrait vraiment me donner envie même de switcher de Ace à Boa pour des enjeux plus compétitifs. Donc au niveau des cartes qu'on a cutées, on a cuté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai cuté aussi une comme ça, 12. J'ai cuté
un Kuma 13, ce qui est déjà le cas dans les listes au Japon. Hein. Invente l'eau tiède alors. Ouais, mais le problème, Bolas, c'est que parfois, euh, à se croire trop malin, tu tombes dans le ravin, et j'ai bien conscience de ça. Et parfois, justement, en voulant réinventer l'eau chaude, tu inventes juste l'eau tiède et tu te retrouves sur des decklists qui sont un peu mi-figue, avec le cul entre deux chaises, où tu ne vois que les avantages que tu as essayé de créer, mais tu ne vois pas tous les inconvénients que ça apporte. J'ai bien conscience que je me plante peut-être, mais n'empêche que je trouve que c'est toujours intéressant de débattre et de proposer des idées. C'est en proposant des idées que parfois on trouve des belles choses, même s'il faut invalider plein de mauvaises idées au préalable. Donc je vous propose cette idée sans vous dire qu'elle est bonne, je vous dis juste qu'elle m'est venue, que sur le papier ça a l'air cohérent, que ça respecte les prérequis, la fonctionnalité des decks, on a toujours un bon nombre de counter 2000, voire même on en a plus d'effets trigger, et donc en fait globalement on troque des staples génériques, des cartes un petit peu d'adaptation de méta, contre un petit peu plus de consistance. Peut-être que ça marche pas, mais je me permets de vous le proposer et d'amener une discussion, là-dessus. Donc voilà, globalement, on cut un peu tout ça et on remplace par la base. Quoique je laisse même une pudding parce qu'on est gourmand quand même. C'est quand même bien d'attaquer les mains de Ace. Donc on cut tout ça, 12 cartes pour entrer la base Thriller Bark. Voilà. Je pense que c'est comme dans tous les jeux, faut tester et en tirer des leçons. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, je vous propose de tester et d'en tirer les leçons. J'ai pour le coup pas testé. Donc j'ai pas d'avis définitif sur la question. Disons que j'ai essayé de corriger un problème que j'ai ressenti de manière empirique évidemment sur Boa. Ta tech est discutée sur Reddit. C'est vrai? Ils en disent quoi? Ah, ben ça me plaît bien, Greg Hutla. En vrai, encore une fois, c'est un peu évident que si j'ai eu cette idée, il y a déjà des gens qui ont dû la voir. Ne serait-ce qu'en voyant les listes de Nami qui ont perfé au final japonais, le fait que la base Thriller Bark soit utilisable, splashable dans à peu près n'importe quel deck, c'est évident que d'autres personnes ont dû avoir l'idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que d'autres personnes, au-delà de l'idée, ont testé derrière, quoi. Je n'ai jamais vu passer de decklist comme celle-ci, mais j'y avais pensé. Ça m'étonne pas que les gens aient pu y penser. Je vous propose la liste, moi. J'ai fait le travail supplémentaire de trouver les cuts, d'essayer de respecter quand même l'essence de Boa pour que le deck continue à fonctionner. Et je me suis permis de cutter dans une Shakuyaku, évidemment, parce qu'on remplace quand même... parce qu'on remplace. Parce qu'on a beaucoup de counter 2000 avec le drop 1. Globalement, on a quand même 4 Iori, 4 drop 1, 4 Sister Gorgon, 3 Shakuyaku, ça fait déjà 4, 8, 12, ça fait 15 counter 2000, c'est bien largement assez pour une decklist One Piece. Pareil, j'ai dû cutter dans un Moria parce que sinon on allait avoir trop de late game. Le Kuma, en fait, on a Moria maintenant qui nous permet de soigner un PEV, donc on peut cutter dans les Kuma. Je dirais que le seul downgrade de ce que j'en comprends de manière théorique sur la liste Boa classique, c'est qu'on a beaucoup moins de cartes de défense, beaucoup moins de counter événements, je parle. On a moins de cartes adaptées au méta, par exemple. Mais comme j'ai eu la sensation en jouant Boa que c'était vraiment nous qui dirigeons la game, c'est nous qui mettons la pression et c'est à l'adversaire de s'adapter, j'ai rarement trouvé ça hyper pertinent d'avoir plein d'events et compagnie. Donc ça m'a pas trop gêné de cutter là-dedans. En EB3, est-ce qu'il y a des cartes qui peuvent rentrer? Oui, il y a la Nami qui va rentrer en EB3. Par contre, lui trouver une place, là, ça va être... Si on cut plus, il n'y a plus d'événements. Il n'y a plus d'événements, on joue plus Perfume Fémur. Et si on joue plus Perfume Fémur, je pense qu'on abandonne le match-up contre Imu et ça me fait chier. Mais si on devait vraiment... Alors je pense que les Robins, c'est too much. Mais si on devait faire rentrer ne serait-ce que les Nami pour donc 4 itérations de Nami, on descendrait un Moria, peut-être on passerait à 2. J'imagine qu'on enlèverait les 2 Gloriosa et peut-être la Pudding. Et on ferait rentrer les 4 Nami là-dedans. Peut-être. Je pense que ça devrait le faire. Ça tient la route de manière globale. Un gars allait tester ça au Texas ce week-end, il me semble. Juste le gars garde 3 Charlotte. Et je comprends. S'il attend beaucoup de Ace, il a raison. Il a raison. Mais comment il fait rentrer ça avec 3 puddings dans ce cas-là? Je vais premier degré tester ça, hein. Je vais monter le deck et tout. C'est la première fois que je propose un peu ma popote sur One Piece. D'habitude, je suis plutôt en mode net decking. C'est mon site TCG, donc je vais pas me faire chier à deck builder, j'ai pas assez de samples. Mais là, ça m'est apparu comme
comme objectivement une bonne idée et je vais y mettre un peu de game pour me faire l'idée. Donc si on voulait garder 2 puddings et rentrer les 4 nouvelles Nami, on enlèverait les 2 counters, Slevaro pardon, et le counter jaune. On enlèverait un Moria, ça fait 3, et on enlèverait les 2 Gloriosa, ça fait 5. 5, ça fait 4 Nami, une pudding. On l'a, hein, la liste. Hein. Je vous fais la modif maintenant. Bon, par contre, on n'a vraiment plus aucun counter. Hein. Il va falloir se démerder avec nos... En fait, on va se démerder avec le fait qu'on ait plein de counters de 1000. Que toutes nos cartes soient des counters, globalement. Donc là, on a enlevé tous les events à 1. On a cuté dans un Moria. On a enlevé les 2 Gloriosa, globalement. On se retrouve avec très peu d'early game, mais en vrai Osef, quoi. Et on a valorisé une pudding et on a les 4 Nami, les 4 nouvelles Nami. Qui on KO vont pas descendre des Robin, hein, ça va descendre des... ça va descendre des Kuma, des Gorgones, quoi. Ah, j'ai trop hâte de tester. Faut que je commande des Nami, faut que je commande toute la base Thriller Bark, en fait. J'aurais bien trouvé plus de place aussi pour Perona, mais ça, globalement, le ratio 4-2 avec Hogback, c'est le ratio que les Nami japonaises jouent, donc c'est ok. Tu joues très peu de briques et tu peux trigger dans tous les sens. Le problème, est la force de jaune. Ouais, je pense que là... En fait, mon propos, c'est que si je vous propose cette liste, c'est pas pour proposer un plan de jeu différent, c'est pour améliorer le plan de Boa. Si ça l'améliore pas, que ça propose une direction différente, c'était pas mon idée première. Mon idée première, c'était de combler un des aspects un peu high roll, low roll de Boa. Si ça le comble, bah, dans ce cas, let's go, ça sera les nouvelles moutures de Boa et ça sera trop bien, quoi. Je kiffe. Alors après, en OP15, il faudra faire rentrer Borsalino dans la liste. Et là, ça va commencer à être touchy. Merci beaucoup, Bolas. Là, pour faire rentrer Borsalino là-dedans, ça va commencer à être compliqué. Hein. Ça va commencer à être très compliqué. On va enlever les Shakuyaku et du coup, on aura beaucoup moins de proc Amazoness. C'est un peu ça le problème. Et si t'as plus de proc Amazoness, du coup, tes Sister Gorgon, elles proc plus. Et si tes Sister Gorgon, elles proc plus, bah, la meilleure carte de ton deck, elle proc plus. Donc on pourra pas enlever les Shakuyaku. Ouais, ça prendra peut-être la place de Kuma si Kuma est ban. Ok. Ça s'entend. Bon voilà, en tout cas, c'était la proposition que je voulais vous faire. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief de tournoi. Si ça vous plaît, que je vous partage un petit peu mes aventures de petits tournois locaux, hein, c'est pas des tournois très compétitifs. Si je fais des tournois plus compétitifs, je vous les partagerai bien évidemment. Mais je pense que ça peut être sympa, notamment pour ceux qui jouent pas à One Piece, de pouvoir aussi découvrir le mood, l'ambiance, l'énergie qu'a un tournoi One Piece. C'est toujours très agréable, les gens sont très sympas, on s'amuse beaucoup, on est des fans d'un manga à la base aussi, pas que du TCG, et ça apporte une espèce de légèreté, en tout cas moi dans les tournois que j'ai eu à faire, qui est très appréciable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous en voulez d'autres, et surtout ce que vous pensez de ma liste Thriller Boark. Ça m'intéresse.